à tous. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir dans notre radio libre Miami, troisième édition. Je suis Virgile Abondanza, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis le fondateur, cofondateur de Miami et je suis en compagnie de Alicia Jovin, toujours là, fidèle au poste, et très heureuse de vous retrouver pour une émission qui apparemment vous plaît bien et vous plaira de plus en plus. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le sujet d'aujourd'hui? On a une thématique un peu particulière aujourd'hui sur cette radio libre. Tu veux nous en dire 3 mots, 4 mots, 6 mots, 10 mots, Alicia? Vas-y, je te laisse. Allez, c'est parti, tu comptes. Non, du coup, aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale pour les personnes accompagnées par les établissements, précisément les établissements Croix-Rouge. Alors, vous allez nous dire, mais pourquoi une émission spéciale? Eh bien, simplement pour qu'on puisse créer du lien entre nous tous. C'est-à-dire ne pas faire d'un côté ceux qui sont un établissement, ceux qui ne sont pas un établissement. Au final, tout ça, ça a peu d'importance pour nous. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment chacun vit son changement d'environnement en ce moment, et notamment du côté des établissements Croix-Rouge, les professionnels, les personnes accompagnées, comment ça se passe pour elles? Est-ce qu'elles ont aussi accès au débat comme vous tous et nous tous en ce moment par la radio Me and You? Et voilà, on voulait leur dédier cette émission pour leur permettre de prendre haut et fort la parole. Yes, merci pour la présentation, Alicia. C'est tout à fait parfait. On va accueillir d'ailleurs notre premier intervenant tout de suite. Hello, je vais te demander de te présenter, de me donner ton nom si tu veux l'utiliser. Tu peux utiliser un pseudo si tu veux rester anonyme. Bon. Ok. Et du coup, ton âge et du coup, dans quel établissement tu es ou est-ce que tu es confiné aujourd'hui? D'accord. Alors, bonjour, je m'appelle Moustapha Salali, j'ai 43 ans, je travaille au sein de la Croix-Rouge ESAT, donc je suis travailleur d'ESAT depuis octobre 2019. Je suis confiné chez moi, donc là, comme je travaille, non. Je suis confiné chez moi avec ma mère. Alors que ma mère, je suis en colocation, je cherche après le mot, excusez-moi. Je suis en colocation avec ma mère. Je suis en colocation avec ma mère, mais comme ma mère n'est pas là parce qu'elle est au Maroc, donc du coup, je me retrouve seul dans mon appart. Donc j'ai mon neveu qui est venu me rejoindre, donc du coup, je suis confiné avec mon neveu. Et alors, tu es dans quel coin? Tu nous as pas dit. Dans la chambre. Je suis dans ma chambre. Et quel coin de la France? Pardon, excuse-moi, je es dans quel coin? Donc je me suis dit, voilà. Non, je suis avec bonne blague, bonne vanne. Non, ça commence bien, Moustapha, merci, tu mets de la bonne humeur. Réponse simple, question simple. Donc je suis confiné à Amiens. Ok. Voilà. Dans ta chambre. Donc. Okay. Dans ta chambre, bien, super. Et d'habitude, tu travailles où en fait? Dans quelqu'un? Amiens aussi? Tout à fait, à Amiens, oui, je travaille à Amiens. Ok. Qu'est-ce que tu voulais. Ah, pardon. Dis-moi, je n'ai pas entendu. C'est l'ESAT Henri Dunant. Ok. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter, Moustapha? Toi, aujourd'hui, tu avais un sujet un peu précis ou comment? Moi, mon but, c'est de vous raconter un peu comment se passe le confinement d'une personne en situation de handicap, de travailleur d'ESAT, de se retrouver du jour au lendemain avec une activité et avec une obligation de rester chez nous parce que c'est aussi important pour toute la France, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, parce que, comme a dit notre président, c'est que les personnes en situation de handicap sont plus fragiles, quoi. Et donc, moi, mon but, c'est de dire aussi que la personne en situation de handicap des actes n'est pas envoyée tout seul. C'est que moi, je sais que ce soit ma responsable des actes ou la chargée d'insertion m'appelle une fois par semaine pour me demander des nouvelles, si tout allait bien, si j'avais besoin de rien ou quoi que ce soit.
Je suis pas seul, quoi. Je suis pas seul. Ce que je disais, c'est que je suis pas, bah, voilà, on donne pas de nouvelles, on sait même pas que, voilà, là, pour l'occasion, la Croix-Rouge s'inquiète, sans aucune inquiétude, mais est présent pour nous, quoi. Elle se préoccupe du coup et Voilà, cherche après de c'est moi. Tout à ça, fait. Elle se préoccupe de notre souci. Là, pour l'occasion, ce que je disais là, hier avec la chercheuse d'insertion qui m'avait appelé et qui me disait ils appelaient toutes les personnes au moins une fois par semaine pour savoir si tout allait bien. Et je trouve ça bien, je trouve ça génial parce que ça permet à des personnes qui sont seules voilà, s'il y a un souci, au moins les appeler là, quoi. Toi, tu sais, Mustapha, je sais pas, je vais te poser une question un peu, c'est pas dicter la réponse, mais est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont dans d'autres établissements, en tout cas qui sont accompagnées par d'autres établissements ou quoi, et qui ont ce service, en tout cas, qui ont cette écoute, cette attention? Tout à fait. On est dans une génération où il y a Facebook, Twitter, Instagram et tous les Ouais, tralala. ouais, Donc, tout le on tralala, est comme tu le dis bien. moi, je suis en contact avec des collègues, des anciens collègues qui étaient dans une autre structure et qui, eux aussi, pareil, ils ont pareil que moi, où ils appellent, ils reçoivent un appel de leur encadrant Ok, ou quoi que ce soit. Mais ce qui est, ce qui est à la Croix-Rouge, ce qui est pour l'occasion, moi, je vais juste parler de ce qu'on a à la Croix-Rouge, c'est qu'il y a un numéro vert, quoi. Dernièrement, quand j'ai voulu faire mes courses, j'ai fait mes courses sur Internet et j'ai appelé, j'ai la chance d'avoir une famille qui est présente. Voilà, si j'ai besoin de courses, ils vont le chercher. Mais ce que je dis et pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un numéro vert, si je peux me permettre de le donner, pour je pouvoir. t'en prie, ouais, vas-y. Alors, attends, je vais chercher. Il est là. Donc, c'est le 09 70 28 30 00. Ce numéro-là, c'est, donc je répète, 09 70 28 30 00. Ce numéro-là, c'est un numéro où, si on a besoin, on a un souci, ou si on, carrément, pour faire les courses, hein, Ouais, moi, ouais. le drive, quand on va faire un drive, on va chercher les courses et la personne va pouvoir y aller. Pouvoir nous aider, voilà. Ouais. Et je trouve ça bien que la Croix-Rouge fait, j'aime pas, pas dire fait son travail, mais fait Ah, c'est son taf un peu quand même. des solutions. Ouais, ok. Et en temps de pandémie, alors j'aime pas le terme en temps de guerre, comme nous l'avait dit notre président, mais euh, en temps de pandémie ou en temps de comme ça où les personnes sont un peu isolées, je pense que c'est bien qu'il y ait des associations, notamment de la Croix-Rouge, qui permettent d'éviter l'isolement. Du coup, je vous mettrai le lien du coup vers le dispositif Croix-Rouge dans la description de la vidéo. Mais moi, j'avais une question pour toi, Moustapha. Oui. Habituellement, pardon, quelles sont tes activités au sein de l'ESAT? C'est-à-dire, Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. habituellement, là, j'étais en attente de travail. J'étais en attente de travail puisque la structure cherchait du travail pour que je puisse travailler. Habituellement, c'était les formations de mise à jour. Je venais de terminer une formation sur les CV. Après, ça allait à les entretiens. Après, j'étais en petite journée de formation ou quoi que ce soit. D'accord, mais t'étais quand même hyper actif. Je veux dire, ouais, 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 et sans compter dans ta les voix. bénévolats, tout à fait, oui, tout à fait, sans compter les bénévolats que je fais sur aider les personnes qui viennent d'arriver en France, excusez-moi, pardon, tout va bien. Je disais sans compter le bénévolat que je fais dans les structures. Attendez, excusez-moi. Je t'en prie. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien. Hein. Tu veux prendre un verre d'eau? Attends, on peut faire une pause, tu prends Non, un ça verre va, d'eau. Hein. tout va bien, tout va bien. Je disais donc, sans compter le bénévolat que je fais dans les structures. Par exemple, moi, je suis bénévole où j'accueille les personnes qui veulent apprendre le français quand ils arrivent en France et qu'ils ont besoin de
de s'intégrer. Donc, on leur donne des cours. C'était prévu que je commençais un peu à donner des cours. Alors, ne vous attendez pas des maths sup ou quoi que ce soit. C'est vraiment le cours où on apprend à lire pomme, poire, banane, maison. Voilà, donc c'est l'apprentissage petit. Voilà, on est très bas et le but c'est d'apprendre les personnes qui vont à niveau scolaire très 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 bas, quoi. Donc C'est je déjà devais beaucoup. commencer à le faire et bon, bah, la pandémie fait que Oui, on est tous un petit peu à l'arrêt, mais du coup, tu as l'air super actif entre le travail en ESAT, entre le bénévolat, entre, voilà, tout ce que tu fais. On ressort que tu es très engagé. Et tout à l'heure, tu disais que malgré ça, les personnes en situation de handicap ont été définies récemment comme personnes fragiles par rapport au contexte et au virus. Du coup, comment tu te places? Est-ce que tu te places du côté des personnes actives? Est-ce que tu te places du côté des personnes fragiles? Est-ce que tu penses qu'on peut être les deux? Et surtout, par la suite, bah, voilà, comment ça va se passer? Est-ce que l'ESAT va reprendre son activité et à ce moment-là, tu seras travailleur ou est-ce que tu seras personne fragile? Comment tu vois un peu tout ça? bah, quand je dis fragile, dans le sens où, après, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je n'ai aucune. Moi, quand j'écoute, quand je dis que pour les personnes qui ont une maladie, que ce soit, enfin, les personnes en situation de handicap, les personnes malades de diabète, n'importe quelle maladie, on est dans les catégories de personnes fragiles. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment ce qu'on entend ou quoi que ce soit. Actuellement, moi, je me sens bien et je suis pas, je ne peux pas être actif. Enfin, je pourrais être actif dans le sens où s'il y a besoin d'une écoute, une oreille ou quoi que ce soit, c'est un peu le but de la pérémulation. On va revenir sur la pérémulation, je n'ai pas encore parlé, mais le but de la pérémulation, c'est de dire euh, comment est à l'écoute. Voilà, on parle de pérémulation pour l'écoute professionnelle, mais on peut être pérémulateur dans le cadre privé. Donc, Ouais. c'est-à-dire que être à l'écoute et s'il y a besoin d'une oreille ou quoi que ce soit, ou on se demande bah, comment on va faire parce que se retrouver, comme j'ai dit, actif ou quoi que ce soit, ou même pas forcément actif, mais se retrouver, aller dehors, aller au ciné sans ça. Moi, je suis tout le temps dehors. Le samedi, je vais au ciné. Il n'y a que le dimanche où il y a encore, le dimanche, je bouge un peu, mais le samedi, il y a une activité, puis se retrouver du jour au lendemain, actif, aller dehors, bouger et être obligé de rester chez moi. Donc, ça peut être un peu compliqué, ça peut être très difficile. Et c'est pour ça que ce soit la Croix-Rouge, avec le numéro que je vous ai donné, ou le pérémulateur peut être là aussi pour être une oreille. Voilà, de se dire qu'il il y a du monde, on est là et on se bat ensemble à notre hauteur. Ouais. Alors, tu nous as dit beaucoup de trucs, beaucoup de choses, Mustapha. Excusez-moi, non? Ah non, 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 mais c'est aussi des termes un peu techniques. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Rapidement, un père émulateur, en fait, c'est ce que on appelle une personne qui, du coup, est père, c'est-à-dire qui va avoir ou connu une situation de handicap et qu'il est capable d'échanger, du coup, avec une autre personne. C'est bien ça. C'est un peu un coach en situation de handicap, si je devais résumer. C'est plus, pardon si je peux me permettre, c'est Une un oreille, conseil, une un oreille, conseiller. ouais, C'est un conseiller. Le ouais, coach, ah oui, le coach, conseiller. je suis assez un peu d'accord, mais on est plus dans un conseil. Ok. Euh, Ouais, ouais. euh, Un conseiller, une oreille attentive, une personne avec qui tu vas pouvoir échanger et qui va te donner euh, euh, des bons conseils, des bonnes idées, en tout cas, pour avancer. Et tout tu à fait, disais c'est tout à aussi que fait ça. toi, du coup, tu dois rester actif parce que tu es actif dans tous les sens. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu sors le samedi, tu vas au ciné, comme tu dis. Est-ce que tu as trouvé, du coup, un petit peu euh, ta routine, on va dire, tout en étant informé, tout en étant enfermé, excuse-moi. Du coup, en Euh, donnant des conseils aussi, c'est ça? pour l'occasion, j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je le découvre.
comment dire ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que je viens d'arriver, comme j'ai dit, à la structure Croix-Rouge. J'ai appris le Zoom il n'y a pas longtemps. Pas le Zoom, pas le Zoom, le Zoom en lui-même, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore de personnes qui m'appellent. Comme j'ai toujours dit, je laisse mon numéro s'il y a besoin qu'on m'appelle ou quoi que ce soit. C'est arrivé il y a pas longtemps parce que Alicia m'avait envoyé une personne qui avait besoin de conseils euh, sur le pérémulateur. J'avais eu l'occasion de le faire. Je sais pas si tu te souviens, Alicia. Où on a pris... Tu es un expert en la matière, donc forcément tout le monde revient vers toi. C'est gentil, c'est gentil. Alors du coup, j'ai eu l'occasion de le faire une fois. Après être actif dans ce domaine-là, pour l'instant, je découvre. Mis à part chez moi, j'apprends. J'apprends et peut-être que dans quelques temps, je saurai mieux faire. Mais pour l'instant, je reste à dispo et j'apprends à pouvoir être actif. Mais là, pour l'instant, c'est... Voilà. Oui, chaque chose dans son temps. Mais Voilà, tout à fait. est-ce que tu penses, parce que voilà, dans les dernières émissions, on a eu beaucoup d'échanges avec des gens qui avaient une vision plus ou moins optimiste, ce qui est légitime de l'avenir et de l'après-confinement. Est-ce que tu penses que la sortie de confinement et l'après, la reprise du travail, la reprise des activités, ça peut être l'occasion justement de développer le pair accompagnement? Est-ce que tu penses qu'il y aura besoin de plus de pairs régulateurs à ce moment-là ou pas? Est-ce que tu as pensé, tu te projettes ou pas du tout? Euh, oui, oui, il va y avoir besoin parce que se dire du jour au lendemain, on est resté, comme je dis, on est resté chez nous, quoi que ce soit, pour certains sans activité, et je pense qu'il va falloir des périmulateurs et des accompagnants pour remettre, que ce soit dans le travail et permettre de sortir. Tout le monde dit que ça sera plus la même chose parce que, et même quand on dit le 11 mai, honnêtement, personnellement, c'est ce que je discutais juste avant pour préparer l'émission avec la personne qui va intervenir après, c'est que le 11, moi honnêtement, on y croit et je suis assez d'accord avec elle, j'y crois pas le 11 mai. Le 11 mai, j'y crois pas du tout, notamment pour les personnes en situation de handicap, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on reste des gens fragiles, donc automatiquement, ça va être compliqué de se retrouver à sortir du jour au lendemain. Et il faut que ça se fasse petit à petit, et justement pour éviter, voilà. Et donc, c'est pour ça que le peer accompagnement peut se faire après. Je ne sais pas à quelle hauteur, je ne sais pas comment, je ne sais pas, voilà. Mais les peer accompagnants et les périmulateurs doivent être présents, ça c'est clair. Parce qu'on on va avoir des gens très fragiles qui vont se retrouver dehors, et puis surtout des conseils de vie, parce que ça ne sera plus la même chose, quoi. C'est vrai que pour nous, enfin, tu vois, ça, le déconfinement, enfin, comme on en parle, enfin, tu vois, la date du 11 mai, elle est plus ou moins, pour nous, c'est une Allez, date entre comme, parenthèses. voilà, c'est une date comme une autre. En fait, on sait que de toute façon, le virus, il va pas disparaître d'un coup de baguette magique le 11 mai et on pourra ressortir, faire notre vie comme avant. Et du coup, c'est vrai moi, je suis un peu dans cet état d'esprit où je me dis, bon, bah voilà, il y a cette date qui est un peu là-bas. De toute façon, en plus, ce qui avait été dit, c'est que, comme tu le disais aussi, le président, il a parlé de ces personnes fragiles et que du coup, il y aurait un déconfinement qui serait peut-être pas exactement pour tout le monde, que les plus fragiles, ils n'auront pas à se déconfiner tout de suite. Je sais qu'en soi, il faudra continuer à garder en fait cet état d'esprit comme tu as, de continuer à s'accompagner, comme tu dis, d'utiliser les réseaux, parce que tu utilises Facebook, tu as dit Instagram, tu as dit d'autres réseaux comme ça qui permettent de garder le contact avec les autres. Je voulais proposer à Alicia, si ça te dit, je sais qu'il y avait, tu voulais nous parler un petit article, il me semble, sur les handicaps sévères, en fait, un article du Parisien, et qui du coup annonçait en fait la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai pour ces personnes en situation de handicap.
qui ont un handicap sévère. Je me demande comment ça va être géré justement par les personnes accompagnées, pour ces personnes qui sont accompagnées par des établissements. Alicia, deux mots, et après Mustapha, tu nous donneras ton avis sur le sujet, si ça te dit. D'accord, vas-y. Il y a eu un article récemment dans Le Parisien, suite aux annonces du président de la République, justement sur le prolongement du confinement. Dans le sens où il a été clairement exprimé que les personnes dites fragiles, comme on en parlait tout à l'heure avec Moustapha, seront obligées de rester confinées un peu plus longtemps que les autres. Et alors déjà, ça a suscité pas mal de réactions du côté des personnes concernées, du coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de détails qui ont été donnés justement suite à cette annonce, c'est-à-dire rester confiné de manière prolongée, ok, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on en fait? Etc. Et ça a été un petit peu difficile à intégrer et à comprendre, je pense, pour tout le monde, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées qui sont concernées. Emmanuel Macron a exprimé clairement que le 11 mai sera une nouvelle étape, elle sera progressive, les règles pourront être adaptées selon les résultats. Donc ça, c'est une annonce qui évidemment a touché tout le monde. On rouvrira progressivement les crèches, les écoles, les lycées. Donc ça a été plutôt explicite aussi, même si ça reste encore un petit peu flou pour tout le monde. Par contre, pour le déconfinement progressif pour les personnes les plus vulnérables comme les plus âgées, celles qui souffrent d'un handicap sévère, là, on n'a pas eu trop de précision. Il y a eu évidemment pas mal de réactions un petit peu partout sur qu'est-ce qu'on entend par handicap sévère. Et il y a eu aussi une certaine crainte de la part des personnes en situation de handicap qui a émergé en disant, finalement, qu'est-ce qu'on entend par handicap sévère? Est-ce qu'on associe forcément fragilité et handicap? Est-ce qu'on associe forcément pathologie sévère, pathologie à risque et handicap? Et du coup, ça a réveillé pas mal de choses avec une certaine angoisse sur, finalement, est-ce qu'on est bien compris? Est-ce que nos spécificités sont bien comprises par le gouvernement en temps de crise, mais aussi en temps normal? Donc ça a suscité pas mal de débats. Ouais, vas-y, Mustapha, je t'en prie. Moi, le problème, honnêtement, le problème de déconfiner le 11 mai, du jour au lendemain, on va déconfiner les enfants. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais j'ai du mal. Je comprends pas que on ne veut pas ouvrir, c'est bête ce que je veux dire, mais on veut pas ouvrir des bars, des cafés, on veut pas ouvrir des trucs, mais par contre, on veut mettre 20 enfants, une vingtaine d'enfants dans une école. Ça, personnellement, puis en plus, que ce soit maternelle, collège ou quoi que ce soit, on sait très bien comment ça se passe, ils vont se serrer la main, ils vont se toucher, voilà. Donc, j'ai du mal un peu au principe d'ouvrir les écoles d'entrée. Moi, voilà, je pense qu'il y a plus ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il y a plus un aspect économique. Parce que ça veut dire que si les enfants ne sont pas là, les parents pourront bosser. Deuxièmement, c'est si on dit aux personnes en situation de handicap fragiles, voilà, les personnes en situation de handicap sont fragiles. Qu'est-ce qu'on va faire pour les personnes qui sont dans les IME et les IEM? Ça veut dire que s'ils sont fragiles et on ne peut pas les sortir, ça veut dire que les IEME et IEM ne seront pas ouverts le 11 mai. Puisqu'on dit que les personnes en situation de handicap sont fragiles. Donc, ils ne pourront pas sortir. Ça, moi, je pense que c'est mon avis. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes des IEM et les IME? En fait, c'est ça qui a suscité pas mal de controverses, je pense. C'est justement que. Alors après, c'était une allocution, pardon, j'allais dire une allocation, ça n'a rien à voir. Une allocution du président de la République, donc ça reste, un élément de communication, on n'est pas rentré dans le détail. Et ce qui a suscité de la controverse, c'est justement on définit ces personnes en situation de handicap par personnes fragiles sans forcément prendre en compte l'incohérence avec d'autres spécificités qu'ils pourraient avoir. Certes, elles peuvent être fragiles, elles peuvent être aussi travailleurs, elles peuvent être parents, elles peuvent être enfants, elles peuvent être scolarisées, elles peuvent être en formation.
ou pas. Voilà, on n'est pas que des personnes fragiles, c'est un petit peu ça qui est ressorti. Et du coup, dans quelle classe vous allez nous mettre, dans quelle catégorie, puisque on semble un petit peu en ce moment être obligé de catégoriser tout le monde. Donc c'est ça en fait la question qui s'est posée. Ouais. Ah, c'est vraiment ça la question. Tu as raison, Alicia. Bon, vous allez peut-être me huer, mais moi, pour le coup, j'ai même pas écouté en fait l'allocution du président là, qui a justement dit qu'on serait déconfiné le 11 mai. Parce que d'une certaine façon, moi, ce que je me dis, c'est que pour ma situation, je sais à peu près comment me gérer en tout cas. Je sais que de toute façon, bah, je vais devoir faire très très attention de ne pas attraper ce virus parce que oui, euh, par rapport au virus, je me considère comme étant fragile. Après, par rapport au reste, par rapport à ma situation quotidienne, à mon travail, bah, tout ce que je peux produire ou faire, bah, je ne suis pas que fragile en fait. Et c'est vrai que du coup, réussir à mettre toutes ces personnes qui ont des vies et des situations tellement différentes et donner des dates, donner un petit peu, dire le 11 mai, pour telle personne, on va faire comme ci, pour telle personne, on va faire comme ça. Je ne sais pas si, et là, je vais peut-être mettre un peu mettre un peu les pieds dans le plat, et c'est un peu pour aussi créer le débat, mais est-ce que du coup, on ne devrait pas demander à ces personnes de se responsabiliser et de dire, bon, bah voilà, étant donné que c'est elles, ou en tout cas leur famille, qui les connaissent mieux, c'est à elles aussi de décider à quel moment bah, ils doivent rester chez eux, rester soit avec leur famille, soit demander à l'IEM bah, quand est-ce qu'ils rouvrent ou alors quand est-ce que ça se produit. Et plutôt que d'attendre une annonce du président qui sera un peu plus un effet d'annonce, genre avec des dates pour que les gens se disent ah enfin on va pouvoir sortir ou quoi, se dire bon bah voilà, on sait que de toute façon on peut compter déjà sur nous, donc autant faire comme nous on pense que c'est le mieux. Je sais que c'est un peu ça peut paraître un peu fou, mais ouais, tu en penses quoi, Moustapha? Je te vois. Non, non, parce que si on fait comme nous, on semble, on n'est pas médecin et on n'est pas médecin et on ne sait pas. Je pense que je vais pas faire la théorie du complot ou quoi que ce soit ou parce que j'y crois pas. Allez, allez. Mais on n'est pas médecin et on ne sait pas. Je pense qu'ils nous disent une partie des choses. Ils nous disent qu'on a besoin de savoir. Tu vois. Donc il y a des points où on ne sait pas. Si on commence à faire chacun pour soi, je te dis. Là, tous les bars ouvrent parce qu'ils vont se dire, attends, moi je vais bien, mais je pense qu'il y a plus un aspect économique. Tous les bars ouvrent, tous les cinémas ouvrent. Moi, je vous dis, hein, je peux aller retrouver le travail ou quoi que ce soit. Il nous faut une direction. Il nous faut une direction, il nous faut des gens qui nous disent, bah, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Et honnêtement, moi, je suis pour fixer une date. Certes, tu te connais, mais qui te dit qu'en sortant, tu ne vas pas être contaminé parce que quelqu'un va se dire, bah non, moi, je ne l'ai pas. Moi, je me connais, je ne l'ai pas. On va se serrer la main, on va se dire bonjour, on va se parler, il n'y a pas besoin de se serrer la main. Hein. Il suffit que je te parle. Hein. Je C'est vrai. poussillonne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je disais ça parce que je me disais que, en fait, il y a ces deux extrêmes qui existent, c'est-à-dire l'extrême qui dit que, bon, bah, voilà, on a les personnes fragiles et en même temps, bah, les personnes fragiles, ça représente tout et rien à la fois parce qu'il y a ceux qui ont des handicaps sévères, il y a celui qui est diabétique, il y a celui qui est en IME, il y a celui qui est accompagné par un IME ou un autre établissement, il y a celui qui est chez lui et qui n'est pas forcément entouré par sa famille. Et cette situation fait que du coup, on met un peu tout le monde dans ce sac des personnes fragiles. Et moi, j'essayais d'aller voir de l'autre côté en disant, bah voilà, mais toutes ces personnes, elles se connaissent peut-être un peu et elles ont peut-être l'idée de ce qui est meilleur pour eux. Je faisais exprès de prendre euh, cet idéal euh, un De peu extrême. l'autogestion. Ouais, voilà, un peu extrême de l'autogestion. Euh, Toi, c'est quoi ta solution, Alicia? Comment tu vois je vois bien que tu penses que on ne peut pas mettre toutes les personnes handicapées dans la case personnes fragiles. Tu penses à quoi? Bah, moi, je pense qu'on est toujours dans un contexte d'urgence. Même si le choc est passé, on reste dans un contexte d'urgence. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais effectivement, il y a des choix à faire. Ça, je comprends aussi. Et pour moi, cette décision-là, on peut la prendre de deux façons.
deux façons en même temps ou pas d'ailleurs, mais on peut se dire soit, ok, le gouvernement a vraiment à cœur de protéger les personnes qui seraient susceptibles euh, d'attraper le virus plus facilement, sans forcément les qualifier de personnes fragiles. Alors peut-être qu'il y a eu une maladresse, bon, admettons. Donc il y a vraiment un souci bienveillant. Mais la deuxième façon de le prendre, c'est aussi de dire, ben là, on nous appelle à l'unité, au rassemblement, à la solidarité depuis 2 mois presque, on va dire 2 mois. Euh, et là, d'un seul coup, on va créer un fossé entre ceux qui contribuent à l'économie et qui doivent faire repartir le pays, c'est-à-dire ceux qui sont utiles à la survie, entre guillemets, du pays, et puis ceux qui sont un peu moins importants, et que du coup on peut laisser dans un coin et on les récupérera plus tard. Enfin, moi, j'ai mon avis personnel, mais je m'inspire aussi de tout ce qui peut être dit et exprimé par les personnes. Je pense qu'il faut essayer de trouver un petit peu l'équilibre entre ces deux points de vue, et puis adopter ce qu'on fait depuis des jours et des jours maintenant, c'est-à-dire prendre du recul, se recentrer, et vous avez tout à fait raison, l'autogestion, l'autodétermination au maximum avec son entourage, avec sa famille, ça restera le meilleur guide et la meilleure boussole, hein, je pense. Pardon, Alicia, mais l'autogestion, je sais pas que j'y crois pas. Sur ce cas-là, sur le cas de confinement, sur le cas de coronavirus, l'autogestion, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que les personnes qui sont dehors sont persuadées qu'ils n'ont rien. Tu vois, ils n'ont rien, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont rien. Le problème, c'est que on est dans une pandémie où on connaît pas on connaît pas. On découvre tous les jours. On découvre le coronavirus tous les jours, on découvre ce qui se passe, on apprend. Et moi, l'autogestion, de se dire, bah ouais, on est grand, on a plus de 18 ans et on sait comment faire et on sait qu'est-ce qu'il faut faire. L'autogestion, moi, j'y crois pas tellement parce que on peut associer l'autogestion à de l'inconscience. Ouais, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi et je te rejoins tout à fait, mais dans autogestion, après c'est son point de vue, mais moi je mets beaucoup de choses. Et je pense que l'autogestion, c'est pas forcément être auto-centré. Tu vois, dans l'autogestion, il y a aussi la connaissance, il y a aussi la responsabilité, il y a aussi la conscience de ce qu'on peut transmettre ou pas. Après, c'est comme ça que je vois et je sais que c'est pas de cette manière que tout le monde l'entend. Mais dans autogestion, je parle plus de cette manière de prendre du recul par rapport aux événements, de la façon dont on prend les informations, comme je venais de dire. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de responsabilité, en fait, dans l'autogestion. Après, si dans toute l'autogestion, tu n'as pas cette responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi, etc., bah, du coup, on peut pas vraiment parler d'autogestion. Donc, en fait, on est d'accord, mais ça dépend de ce qu'on entend par autogestion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, mais l'autogestion, c'est pas le problème de ce virus, je vais me répéter, mais c'est que, je veux rajouter un petit truc, c'est que ce virus-là, c'est pas une simple grippe. Je Ah vais oui, pas te transmettre ouais. une grippe, je vais pas te transmettre, je sais pas moi, voilà, on va pas dire d'autres maladies, mais je vais pas te transmettre une simple Un maladie. rhume, un petit rhume, quoi. Un rhume, Ouais. une grippe, un petit truc ou quoi que ce soit, où tu vas, bah, tiens, ça arrive, voilà, on est à côté, on est tous les deux dans la même pièce, je te transmets le grippe, le rhume, et puis voilà, tu l'as, et ça se transmet comme ça. Là, c'est une chose qui est beaucoup plus grave. Ouais. Pardon, c'est dur ce que je dis, hein. Malheureusement, il n'y a jamais eu autant de morts dans le monde à cause de ça. Donc, l'autogestion, j'y crois pas dans le sens où, déjà d'une, on ne connaît pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas que, voilà, ils sont, même tous les plus grands chercheurs sont dans l'urgence de savoir. Ce que j'ai écouté tout à l'heure à la télé, c'est qu'il y a une personne, il disait, sur l'Institut Pasteur, il disait à la télé que, comment expliquer ça? Il disait que là, en ce moment, ils sont en train de trouver un médicament pour, euh, pour se battre contre
Mais le remède en lui-même, de se dire, voilà, le remède miracle, on l'aura que l'année prochaine. Là, c'est Et juste en pour plus, c'est croire soigner. aussi, c'est aussi croire au miracle, tu vois, de dire le remède miracle, tu le dis bien de toi-même, quoi. C'est aussi se dire que ben, on va avoir le miracle qui va apparaître et que tout d'un coup, on aura le médicament qui le soigne. Je pense que, comme tu dis, On n'est pas dans les films américains. Hein. bah ouais, et je pense que ce qui, toi, t'importe vraiment, Mustapha, et c'est pour ça que tu trouves aussi, je pense, ça important, et tu vas me dire si je dis une bêtise, mais je trouve ça important que le président donne des caps, qu'il donne des lignes directrices, parce que tu penses que les gens sont peut-être pas assez responsables par rapport à ce virus. Ils sont pas du tout, ils sont pas assez responsables. On voit sur Paris des marchés Ouais, qui ouvrent. ça On t'inquiète. voit Ouais, des gens qui vont, voilà, là on est en période de vacances. Il y a des gens qui sont partis en vacances. ouais. Il y en aura toujours. Ouais, Le gars, il est parti de nuit. Il est parti de nuit parce qu'il voulait pas se faire choper. Parce que j'ai entendu parler. Le gars, il est parti de nuit avec sa galerie et tout. Il croit qu'il est en vacances. Il y a des gens qui sortent. Il n'y a jamais eu autant de joggers. alors, je te donne le mot de la conclusion, Mustapha. Je pense que ce qui est important, c'est de faire passer du coup un message de responsabilité et de dire aux personnes de ne pas partir jogger, partir la nuit pour ne pas se faire choper, pour leur petit plaisir et tout. Qu'est-ce que tu passerais comme message si tu devais responsabiliser les gens et leur dire faites pas de conneries, quoi. Soyez, c'est quand même pas une blague ce virus, quoi. Euh, je suis quelqu'un qui regarde souvent la télé et après, il faut faire attention à ce qui se passe à la télé. Les chaînes de news, que ce soit News ou BFM et ces genres de trucs, LCI, ces genres de trucs, euh, on disait que en restant chez soi, on sauve des vies. Ouais, En restant chez soi, on sauve des vies. Donc, soyez. le but, c'est pas de se dire, comme j'entendais tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec Alicia, qu'il faut. Le but, c'est pas de se dire, ouais, je vais bien, de toute façon, moi, je vais bien, je me connais, je connais mon corps. On connaît peut-être son corps, mais on ne connaît pas la maladie qu'il peut transmettre. Donc, la seule chose que j'ai à dire, restez chez vous parce que vous sauvez des vies. Ouais. C'est simple, hein, si vous voulez sauver des vies, il faut rester chez soi. Non, mais c'est très bien. Franchement, Mustapha, il faut repasser à la base au bout d'un moment. Il faut se dire des choses évidentes. On l'entend, mais c'est très fort Et comme message. Ouais. une petite dernière chose, c'est que quand j'entendais certains, pas ici, mais j'entendais dans certaines choses, ils disaient oui, mais ils veulent qu'on reste chez nous, quoi que ce soit. Le gouvernement, s'ils nous disent de rester chez nous, c'est pas dans leur truc de dire bah tiens, on va rester chez nous. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a une économie. Alors, imaginez que si vraiment ils s'en foutaient des gens, ils les feraient sortir et l'économie partirait, enfin l'économie serait levée ou quoi que ce soit. C'est que s'ils nous disent malgré l'économie, malgré la perte d'économie, parce qu'on va perdre des milliards et des milliards, c'est vraiment que c'est quelque chose d'important. Et si ils le prolongent jusqu'au 11 mai, même peut-être plus tard, c'est vraiment parce que c'est une chose importante et ils nous disent de rester. C'est pas dans leur intérêt de dire bah non, on va rester chez nous parce que on va pas les faire rester chez eux parce que on perd de l'argent, il y a l'argent qui rentre pas ou quoi que ce soit. L'économie doit être secondaire et La vie des bien-être personnes est de l'être importante, humain, quoi. le Ah oui. bien-être de l'être humain doit être en premier lieu. Merci, Mustapha. C'était une très, très belle conclusion. Merci Merci. pour ton intervention. C'était vraiment chouette d'échanger Merci. avec toi. Merci Euh, beaucoup. à très vite. Prends soin de toi. Tu es le Ok. bienvenu sur cette Donc, radio. je laisse là, je Oh, pars là. tu pars. Ok, merci. Ciao, Salut. Mustapha. Ciao, ciao. Salut.